Pour notre compatriote qui résidait en Ukraine, suite à la crise Russie-Ukraine, ils ont dû se réfugier en Pologne. Grâce à Dieu, Cédric Tshongo Kalala est employé dans une grande entreprise. Cette firme a organisé leur départ. Mais en tant que Congolais, en tant que patriote, il ne pouvait pas aller seul. Il s'est solidarisé avec d'autres compatriotes congolais pour pouvoir penser à tous ces Congolais vulnérables. De partout où vous nous suivez, très chers téléspectateurs, merci de venir dans notre programme. Vous le savez, il y a de cela un moment, nous avons échangé avec notre compatriote Cédric Tshongo Kalala, qui résidait en Ukraine. Suite à la crise Russie-Ukraine, ils ont dû chercher un autre endroit pour pouvoir se mettre en sécurité. C'est dans ce cadre-là, nous aimerons savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment les Congolais résidant en Ukraine ont pu s'en sortir. Cédric Tshongo Kalala, nous vous saluons. Oui, je vous salue, M. Symphorien. Cédric, ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, nous aimerions savoir comment ça se passe actuellement en Ukraine. Quelle est la situation? Lorsque nous avons tourné notre précédent magazine, vous avez semblé dire que la situation va bien se passer, qu'il n'y aurait pas de problème. Maintenant que la guerre a commencé, à peu près 5 à 6 jours déjà d'affrontement entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, faites-nous un bilan. Dressez-nous un peu la situation. Alors, merci pour la parole. C'est vrai qu'au début, on ne savait pas que ça pourrait dégénérer de la manière dont nous sommes en train de voir les choses aujourd'hui. On ne pensait pas que Poutine allait au-delà de ce qu'il est en train de faire maintenant. Que veut l'Ukraine? L'Ukraine veut adhérer à l'OTAN, à l'espace Schengen ou encore à l'Union européenne. Alors, je voudrais que les gens comprennent que la Russie a donné il a donné plus la chance à l'Ukraine de pouvoir revenir à la raison. Et il a donné des conditions. Parmi les conditions, c'était premièrement que l'Ukraine puisse se décider de ne pas adhérer à l'OTAN, c'est-à-dire d'avoir un statut neutre. Merci pour passage en revue de l'histoire sur la cause du conflit. C'est vrai que ça ne nous intéresse pas vraiment, mais nous, notre préoccupation est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'Ukraine? Étiez-vous en danger? C'était les combats, les bombardements? Expliquez-nous un peu comment la communauté congolaise a pu décider pour partir. Qu'est-ce qui vous a incité de partir? Parce que vous vous teniez à rester en Ukraine, parce que vous étiez résident, parce que vous travaillez, parce qu'il y avait certains qui étaient étudiants, et même ceux qui étaient fraîchement venus de Congo pour aller commencer les études en Ukraine. Alors, ce qui a poussé les gens à fuir ou à quitter, c'est parce qu'on a vu que Poutine était vraiment sérieux et il a commencé à faire entrer les gens qu'il avait déjà mis dans la frontière, dans différentes frontières de l'Ukraine, c'est-à-dire certains troupes ou certains soldats commençaient déjà à pénétrer à partir de l'est de l'Ukraine. Il a d'abord accepté à ce que la partie est où on avait, je crois, il y a Crimée et puis Lugansk, il a déclaré que Crimée ou Lugansk était devenu un État qui appartient aussi à la Russie. Alors, si la Crimée, des provinces ukrainiennes. Voilà, qui maintenant, bon, avant, si on suit l'histoire, c'est comme si ça appartenait déjà à la Russie. Mais la Russie avait donné cela à l'Ukraine. La Russie a récupéré cela. Alors, avant que toutes ces histoires commencent, il a d'abord récupéré ces deux villes-là. Il a dit, OK, ce sont nos villes, nous allons les récupérer. Et il a utilisé maintenant ces deux villes pour rentrer. C'est par exemple la partie est du Congo. Il y a des gens qui s'autoproclament, qui se disent que non, ils récupèrent cette partie-là. Et après,
Ils utilisent la partie est pour pouvoir se ravitailler ou encore ramener leurs munitions et attaquer certaines provinces. C'est pratiquement ce qui s'est passé ici. Il a utilisé Crimée-Lougos comme étant un pont qui va lui permettre à entrer, à pénétrer l'Ukraine. Et c'est par là que les tirs ont commencé parce que la population ne voulait pas qu'il puisse entrer. Bon, il y a quelque chose aussi, il faut le dire, ils n'ont pas tiré sur la population. Non. Il a prévenu, il a dit que nous entrons en Ukraine pour désarmer l'Ukraine. Et leur cible n'était pas la population ou encore des maisons comme des propriétés des gens, mais leur cible était plus là où il y avait des armements, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils ont essayé de tirer leur cible, donc c'est-à-dire de bombarder les endroits où il y avait des armes, l'Ukraine était déjà informée et ils ont dû enlever les armes dans tous ces endroits-là. Alors, ils ont compris qu'au début, la mission n'avait pas réussi. C'est-à-dire qu'ils ont échoué quelque part. On voulait bombarder, on a bombardé, mais ça n'a pas touché nos cibles. Alors, il fallait changer maintenant de stratégie. En changeant de stratégie, donc, ils ont changé d'autres manières, pénétrer de tout le... C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un qui était en train de te mordre partout. Il y a des gens qui entrent par la tête, des gens qui entrent par les oreilles, ainsi de suite. C'est-à-dire, tout l'Ukraine a vécu cette invasion plutôt, et puis on a commencé à tirer de partout. Alors maintenant, la Vous étiez population... dans quelle ville en Moi, Ukraine? j'étais dans la capitale à Kiev, mais là où ça a vraiment chauffé, c'est à Kharkov. N'oubliez pas que Kharkov faisait partie de la capitale de l'Ukraine à l'époque. Donc, avant, la capitale se trouvait d'abord à Kharkov. Et après, on a dit transférer la capitale de Kharkov vers Kiev. Et à l'heure où on parle, c'est là où aussi les combats, il y a eu des forts combats, ou plutôt, des fortes euh, comment Les dire, affrontements. des affrontements, oui, et il y a eu vraiment beaucoup de problèmes parce qu'ils ont vraiment bombardé la ville de Kharkov. C'est à partir de Kharkov qu'il y a eu beaucoup de choses. Et si vous remarquez, aujourd'hui, on est en train de parler des étudiants, plus de 500 étudiants qui sont bloqués au niveau de Soumy. Soumy, je crois que c'est à 2 heures ou 3 heures ou 5 heures, je crois, de Kharkov. Alors, ces gens-là doivent passer par Kiev. Or, Kiev est bloqué, Kharkov est bloqué. C'est là où Et on c'est... voudrait comprendre. Donc, Mhm. les communautés congolaises, que ce soit les étudiants, ceux qui ont fini, des personnes comme vous qui travaillez en Ukraine, quelles sont les villes où on retrouve plus la diaspora congolaise en Ukraine? En tout cas, ça serait difficile de dire ouvertement comme ça les villes où on retrouve, les villes plutôt où on retrouve plus de Congolais, mais dans toutes les villes, il y a quand même des Congolais. Les Congolais. Maintenant, comment Et ça s'est passé la mobilisation, le mhm, rassemblement? Parce que quand on parlait avec toi mhm, lors de l'autre émission, yeah, tu nous as fait comprendre, tu nous as même envoyé la lettre, que ton entreprise pour laquelle tu travaillais te mhm, proposait d'aller à Pologne, ouais, aller en Pologne. Mais comme toi, tu es parmi les anciens et les aînés de la communauté, tu t'es dit qu'il fallait aider les autres. Parce que ouais, toi, tu savais ta destination. Maintenant, voilà, comment vous êtes organisé pour pouvoir quitter? Parce qu'on comprend que les combats ont commencé, mhm, les affrontements, les bâtiments ont été touchés. oui, Par peur d'être touchés par des éclats, par des balles, mhm, par des obus, vous vous êtes dit mhm, il fallait quitter. c'est déplacé. Maintenant, Mhm. comment vous avez fait? Vous avez pris vos biens, vous êtes allé à pied, vous aviez des Mhm. moyens parce que D'accord, je selon les comprends. médias, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Comment vous êtes organisé pour pouvoir quitter? Est-ce que D'accord. votre déplacement était aisé? Il y avait des embûches? Vous avez été empêché de pouvoir quitter? Comment ça s'est passé? Quelle est la situation? D'accord, merci. Alors déjà, le gouvernement avait informé. Ils ont d'abord eux-mêmes avaient instauré un système. Quand vous entendez, il y a le son du sirène par-ci, par-là, donc il faut faire attention. Soit ils vont tirer les obus dans cette direction-là, changer de direction ou aller dans des bunkers. C'est-à-dire ils ont des systèmes de caves ici. Si vous entendez des sons pareils, allez vous cacher là-bas. Et on a demandé à la population, exactement, on a demandé maintenant à la population qui était à la partie est de descendre à la partie ouest. C'est-à-dire nous qui étions à Kiev, les gens qui sont à Soumy, il fallait déjà quitter, mais malheureusement, d'autres personnes n'ont pas eu le temps de quitter parce que vous n'êtes pas le seul à pouvoir décider de quitter. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être avant vous, qui ont des véhicules et ainsi de suite. Alors, ça a créé l'embouteillage total. D'autres personnes devaient prendre le train, d'autres devaient aller à pied, quitter un endroit à un autre.
Mais l'objectif était d'atteindre l'ouest ou d'atteindre la partie qu'on appelle Lviv. Lviv, c'est à quelques mètres de la Pologne. Alors, maintenant, les étudiants, il y avait certains étudiants qui se disaient, bon, peut-être ça va passer, c'est un truc de 2-3 jours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes au 7e jour, si je ne me trompe pas. C'est vrai que mon entreprise est une société, c'est une filière américaine qui nous avait déjà informé de ce que je vous avais expliqué. Et actuellement, même, je suis en Pologne dans la société en question où je travaille. Mais il fallait quand même, avant de se déplacer, de voir aussi quel sera le sort des autres personnes. Il y a eu des gens qui se sont d'abord organisés. On avait créé un groupe WhatsApp. Je ne suis pas parmi les gens qui ont créé ça, mais je vis le groupe WhatsApp et on disait à tout le monde, essaye d'ajouter tout Congolais que tu connais pour nous permettre de pouvoir se communiquer, de savoir où se trouve X, Y, de quelle ville. Si vous avez un frère ou une sœur qui vous ne le retrouvez pas, envoyez juste sa photo dans le groupe WhatsApp en question. Et c'est à travers ces groupes WhatsApp que les gens ont commencé à se communiquer. Il y a certains qui se disent, nous sommes déjà à la frontière, peut-être nous sommes bloqués, on n'arrive pas à passer, voici ce qu'on rencontre comme problème. Nous sommes en cours de route, on n'a pas les trains. Maintenant, on se donne maintenant des informations. Il y a un train peut-être qui quitte la ville d'Odessa pour peut-être un endroit X. Il y a un train qui quitte la ville de Kiev pour peut-être Lviv. C'est là que les informations ont commencé à circuler. Vous voyez un peu. Maintenant, les gens se sont dirigés vers Lviv et Lviv était maintenant saturé. Mais à ce moment-là, quel est le rôle que joue le gouvernement congolais? Vous avez été aidé. Il y a l'ambassade de Russie qui a contribué, l'ambassade congolaise en Russie qui a contribué. Comment vous êtes organisé? Donc, vous étiez seul, pêle-mêle, chacun essayant d'aider l'autre, ou bien quelque part, il y avait le gouvernement qui aussi vous aidait ou a envoyé de l'argent? Comment ça s'est passé? Alors, parler de l'argent, je ne sais pas. Quand est-ce que le gouvernement a commencé à intervenir, je ne sais pas non plus. Mais ce qui est vrai, je crois qu'ils ont eu à entendre et à suivre des infos et ils se sont manifestés. Mais dis-moi, quand ces histoires-là ont commencé, le gouvernement n'était pas encore contacté, à ce que je sache. Et quand ça a vraiment commencé à dégénérer, on était en train de se prendre en charge nous-mêmes. Il y a quand même moi, je suis quand même un aîné aussi, mais il y a des aînés plus que moi, à l'occurrence Serge Nyangui. Et c'est quand même quelqu'un qui a une autorité ici. Il a essayé aussi de contacter des gens de partout avec d'autres aînés pour pouvoir organiser des choses. Mais c'était aussi, comment dirais-je, sauf qui peut quoi. On est en train de fouiller, mais tout en se demandant, mais est-ce que X est où, Y est où? OK, ajoutez-lui dans la liste, informe Y, demande. C'est-à-dire, moi, si j'ai 5 personnes congolais que j'ajoute dans la liste, peut-être les 5 d'autres ajoutent les autres 10 personnes. C'est comme ça. Dans les groupes WhatsApp. Et dans le même groupe WhatsApp, maintenant, on passe les informations. Vous, peut-être, les gens qui sont à Kiev, il y a un train qui va vers Lviv à telle heure. C'est-à-dire, les gens qui vont suivre, là, ils passent l'information à d'autres personnes et nous nous orientons dans les directions où il y avait plus la possibilité de passer. Maintenant, quand vous arrivez déjà faire quitter Kiev, bon, je donne l'exemple de Kiev parce que je suis plus de Kiev, quitter Kiev pour Lviv, c'est à peu près 8 heures de train, mais des fois, ça faisait 11 heures ou 12 heures. L'État ukrainien s'est décidé de mettre d'autres trains gratuits, c'est-à-dire tout le monde, et les Ukrainiens et les étrangers, nous tous, on prenait les trains. Est-ce qu'à bord de ces trains, les ressortissants africains, en général, ou les Congolais, les Ukrainiens refusaient de monter à bord? Refuser, non. Jusque-là, non. Il ne faut pas qu'on se dise. Médias internationaux dire que il y a des Africains qui sont malmenés, qui ne pouvaient pas prendre le train pour pouvoir aller vers la frontière. En tout cas, je ne peux affirmer que c'est que moi je vis. Je vis des Congolais, des Nigériens, des autres communautés et les Ukrainiens en train de se battre, pas se battre, mais c'est-à-dire de faire des efforts pour entrer dans les trains.
Et vous savez, toujours quand c'est gratuit, c'est-à-dire tout le monde essaie de se battre. Mais il y avait des trains qui étaient aussi payants. Avec des trains payants, les gens ne se battaient pas parce qu'il avait déjà son billet, il vient, il paye, et il entre. Vous voyez un peu. Et puis, les trains, on n'annonçait pas. À un moment donné, on a commencé à annoncer parce que la situation avait vraiment dégénéré. Et c'est en ce moment-là que les gens se bousculaient, mais peut-être quelqu'un peut te balancer des mots, ainsi de suite, mais cela ne veut pas dire que non. L'Ukraine avait interdit à ce que le train qui arrive, c'est uniquement pour les Ukrainiens. En tout cas, c'est faux. Là, c'est de un. Alors, arrivé maintenant à la frontière, oui, l'Ukraine avait À la demandé frontière, maintenant, qu'est-ce qui se passe à la frontière? Parce voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui se disent voilà. à la frontière. Les Mhm, Congolais, les Africains ne pouvaient pas sortir. mhm. Donc, c'était un peu compliqué. Nous avons suivi dans les médias et tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé à la frontière ukrainienne. À la frontière ukrainienne, c'est vrai, on a demandé à ce que la priorité soit les enfants, les femmes enceintes et puis les femmes. C'est-à-dire, femme, tu peux être enceinte ou pas. C'est-à-dire, je dis, Femme je ukrainienne précise. ou bien femme étrangère. Non, non. Les enfants, les femmes enceintes, les femmes ordinaires, c'était d'abord ça la priorité. Et après, on a laissé tout le monde. Et après, c'est-à-dire, à un moment donné, on laisse passer tout le monde. Après, on bloque. Quand on sent qu'il y a une forte foule, Là, on prend on par essaie de exemple la bloquer. frontière de la Pologne, par exemple. Il faut la frontière de l'Ukraine vers la Pologne, par exemple. OK. Oui. À un moment donné, on avait dit stopper. C'est-à-dire, cela n'avait pas commencé directement. On dit que non, OK, les Noirs ne vont pas passer. Non, ce n'était pas comme ça. Si les gens vous disent ça, c'est faux. Mais on a senti que tout le monde maintenant était en train de fuir. Et puis, les gens de police des frontières n'étaient plus en mesure de sécuriser toute cette masse-là. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant mettre de l'ordre. Mais vous savez, les Africains, des fois, quand ils viennent avec l'Air Force et tout ça, parce qu'il y a des gens qui escaladaient. Les gens n'ont pas parlé de ça. Nous avons forcé la frontière. Les Africains ont forcé la frontière. Le téléphone. La réalité, les deux frontières, la Pologne et l'Ukraine. Non, chargeant. C'est fini. Bon, moi je voulais avoir. Je reste. Bamba Gombe pour les hauts. Ils ne voulaient pas suivre la ligne. Il fallait maintenant sauter. Alors, les gardes sont venus pour dire non, 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 on ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut faire des choses il faut le faire en ordre pour permettre à tout le monde de passer. Et maintenant, la priorité doit être les femmes et les enfants. On faisait passer et les femmes africaines et les femmes ukrainiennes. Et à un moment donné, il y a eu un communiqué qui est venu pour dire que non, tous les hommes de 18 à 60 ans doivent rester. On n'avait pas dit les hommes noirs, on a dit des hommes de 18 à 60 ans, c'est-à-dire et les Africains et les Ukrainiens doivent rester pour se battre contre la Russie. Mais ce n'était pas qu'on forçait les gens qu'on a remis des armes, non. C'était juste, je ne sais pas si ça venait d'où cette information, mais au niveau de la frontière, on a bloqué pas mal des gens pour dire que non, il fallait attendre, donner la priorité aux femmes. C'est vrai aussi, à un moment donné, on a vraiment repoussé les Noirs pour dire que non, les hommes noirs, vous n'allez pas passer et que les Ukrainiens peuvent passer. Et on a même vu qu'il y avait d'autres sorties qui ont facilité les Ukrainiens parce qu'à un moment, ils étaient disciplinés et nous, on n'était pas disciplinés. C'est un manque à cette discipline-là qui a permis à ceux qui deviennent un peu dire envers nous. Donc, il faut être très vrai aussi. Vous savez, quand il y a 10 personnes qui traversent, c'est normal. Quand il y a 5 personnes qui traversent, c'est normal. Mais quand il y a 1000 personnes ou 5000 personnes qui doivent traverser dans une petite porte, alors on doit savoir qui doit être dans la priorité. Mais il Donc, n'y avait pas que la communauté noire africaine, il y avait la communauté aussi, j'espère, libanaise, oui, bien sûr. indienne. Ça s'est passé, toutes les Bon, communautés étaient gérées de la même manière ou ce n'était oui, que oui. les noirs Toutes les communautés étaient gérées de la même manière. Quand on a donné la priorité aux Ukrainiens et les Ukrainiennes, c'était eux et toutes les communautés sont passées après. Mais on a vu certaines histoires, c'est comme si à un moment donné, il y a eu quelques pots de vin, c'est-à-dire certaines communautés ou des Turcs, les Indiens avaient un peu de trucs qu'ils pouvaient balancer aux gens de quoi, de du la Pologne, frontière pour, ouais, non pas de la Pologne, je parle encore de l'Ukraine de ce de côté, l'Ukraine, oui. parce qu'il y a il y a deux frontières. C'est comme chez nous, si je ne me trompe pas, on a Lufu, Kinshasa et puis Lufu, Angola, voilà, c'est un peu pareil. Il y a le côté frontière de l'Ukraine, c'est-à-dire que vous devez d'abord traverser on appelle ça checkpoint, Mhm.
Vous arrivez là-bas, vous devez traverser pour aller de l'autre côté. Lorsque vous allez de l'autre côté, vous finissez l'Ukraine, on vous donne le cachet de sortie. Vous allez marcher peut-être pour 5-10 minutes. C'est là que vous serez de l'autre côté de la frontière de la Pologne et aussi on doit vous checker pendant un moment donné pour passer. Mais le problème, c'était plus du côté de l'Ukraine pour entrer vers la Pologne. L'Ukraine n'est Et, pas dans l'espace Schengen. La bien, Pologne, déjà, c'est l'espace Schengen. mhm, Maintenant, ma question est celle-ci. Pour sortir d'une frontière, d'un mhm, pays à un autre, il faut des mhm, documents. Maintenant, exactement. ça se passait comment? Le tri pour dire qui va sortir, qui ne va pas sortir, qui Mhm, était en détention par rapport à on trouvait louche. Comment mhm, ça se passait à ce moment-là? Parce que c'était un peu l'imbroglio. On voudrait exactement. connaître, par exemple, vous, quel était votre trajet? Qu'est-ce qui vous a Mhm, permis de sortir? Vous avez fait sortir, vous avez présenté des documents professionnels disant que non, exactement. je travaille Mhm, dans une entreprise X qui fait mhm, ceci. Voilà, ils mhm, m'attendent de l'autre côté en Pologne. Comment ça se mhm. passait? D'accord. Alors, je dis ce que je vis et ce qu'on a fait. Je prends mon exemple je prends par exemple moi, quand je suis arrivé, au niveau de l'Ukraine, on avait juste besoin de présenter le passeport. On avait dit que tout le monde va passer. Mais sauf que il faut s'informer de la situation de la personne. C'est-à-dire, on avait plusieurs Identifié. catégories. Exactement. Il y avait des gens qui n'avaient rien comme document. Ah bon? Il y avait des gens qui avaient des passeports expirés déjà. Il y avait des gens qui avaient leur passeport, mais qui n'avaient pas les documents de résidence ici en Ukraine. Il y avait des gens qui ont perdu leur passeport, leurs documents dans la frontière. Maintenant, lorsque vous arrivez on vous met, vous êtes à la queue leu leu, vous êtes là dans la file en train de suivre. On parle d'abord de l'Ukraine. Quand tu arrives, comme tu es déjà là, on te fait passer de l'autre côté de l'Ukraine, soit on te fait une petite note. Mais nous qui avons peut-être des documents normaux, je présente d'abord mon passeport congolais. On regarde, le passeport est bien, c'est de pas expirer, et je présente ma carte de résidence. Et après cela, on prend mon passeport, on met le cachet de sortie, je passe de l'autre côté. Maintenant, quand je suis passé de l'autre côté, c'est là que je me suis tourné maintenant pour regarder ce qui se passe pour nos frères et sœurs qui soit avaient de problèmes, blablabla. Mais j'ai vu des étudiants, par exemple, un étudiant qui est à peine venu, il n'a pas encore eu son post-visa, son post-visa, c'est-à-dire sa carte de résidence. Et il a juste son passeport, mais on va regarder si le visa est toujours valide. Si le visa est aussi valide, on met aussi le cachet de sortie, on te fait passer. Tu es étudiant, tu as ta carte, tu as le passeport congolais et puis tu as la carte de résident en tant qu'étudiant. On te met le cachet de sortie, tu passes. Tu es étudiant, tu as ton passeport, mais tu as perdu le truc de résidence. On te met à côté. Il y a juste à côté, il y a le, comment on appelle, voilà, il y a un centre de détention. Ces centres-là, on ne garde les gens que pendant 1 heure ou 2 heures maximum, mais si on comprend que tu as tout perdu comme document, on peut te garder pendant 2 heures et puis on te fait sortir. C'est-à-dire, on doit t'enregistrer et te donner un papier qui te permet de continuer parce que tu ne vas pas continuer sans papier. On doit d'abord savoir tu viens d'où, tu pars où. Par exemple, pour moi, j'ai un point que j'ai oublié. C'est-à-dire, quand tu vas en Pologne, OK, on te fait passer, mais on te demande, bon, comme toi, tu es un travailleur, il faut donner l'adresse. J'ai donné l'adresse de la société où notre branche qui est en Pologne, ils ont enregistré cela et ils m'ont fait sortir. Alors, d'autres étudiants aussi avaient des adresses qu'ils donnaient et d'autres, on ne posait même pas cette question-là. Donc, c'était un peu ça. Traverser de l'autre côté, je ne sais pas s'il y avait une autre question. Traverser de l'autre côté, au niveau de la Pologne, il y avait des gens qui étaient là pour pouvoir accueillir les gens, des volontaires, parce qu'on se disait, il y a des gens qui ont fait 3 jours, 4 jours à la frontière, 5 jours, 6 jours. Parce que ce n'était pas facile, il y avait vraiment du monde comme pas possible. Alors, lorsque vous traversez au niveau de la Pologne, c'est là maintenant qu'il y a une prise en charge. Soit on vous donne des histoires à manger, le thé, ou comment vous couvrez, parce qu'il faisait aussi tellement froid. Et il y a des bus maintenant qui sont gratuits, qui vous amènent peut-être dans les frontières, dans la gare, ainsi de suite. Et alors, c'est à vous maintenant de décider, vous voulez aller où. Il y a de ceux qui restent en Pologne, ou encore il y a de ceux qui vont dans la capitale, Varsovie. Il y a de ceux qui vont vers Poznan, où il y a des compatriotes qui décident de quitter directement pour aller en France, en Belgique, en Allemagne, et ainsi de suite. Donc, aussitôt vous êtes de l'autre côté, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire.
J'ai oublié, je crois au niveau de la Pologne aussi, on vous met un cachet d'entrée pour signaler que vous êtes entré par la Pologne. Il y a certains qui disent que ce cachet-là, ça vous donne la validité de rester peut-être pendant 15 jours. D'autres qui disent c'est peut-être 55 jours, d'autres c'est 30 jours. Bon, jusque-là, on ne sait pas combien de jours, mais à ce que je sache, moi, c'est 15 jours et on donne cela pour permettre à la personne de traverser de l'autre côté, de s'organiser pour peut-être demain après-demain de quitter pour rentrer chez vous. Nous avons compris, vous arrivez à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. Pour passer, il fallait être identifié. Lorsque Exactement. vous êtes identifié, on traite cas par cas. Exactement. Il y a eu des Congolais qui étaient en difficulté, qui ont été en détention. Et s'ils étaient en détention, comment s'est passé les suivis? Est-ce que certains de nos frères, par solidarité, ont suivi leur cas pour connaître quelle était l'issue de leur situation en détention parce qu'il manquait un document d'identification pour une raison ou une autre? Alors, moi, j'en connais 4. Et quand je suis arrivé, et puis heureusement qu'on m'avait écrit, ils ont écrit. Et j'étais vraiment dans le checkpoint, c'est-à-dire on était en train de me donner mon passeport. Je vis le message, je suis passé de l'autre côté. Parce qu'à chaque fois que dans des histoires pareilles, j'aime toujours être connecté. Alors, ils ont dit qu'ils étaient dans la centre. Je posais la question, où se trouve le centre en question? On m'a dit que c'est juste à côté, mais vous ne pouvez pas aller. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait même l'une de mes valises qui était retenue. Alors, je devais aussi attendre pour avoir la suite. On m'a dit qu'on doit checker si la personne est réglo, tout est bon, c'est dans 1 heure qu'il va sortir. Après 1 heure, la personne était sortie. Il y a eu une autre personne, on a dit que c'était après 2 heures, et il y a une autre personne qui est sortie le jour suivant. Il y avait pas mal de Congolais qui étaient retenus, mais après quelques heures, 1 jour ou 2 jours, ils étaient déjà sortis. Donc, on n'a pas retenu quelqu'un là-bas pour dire que non, tu vas faire la prison. Non. On retient juste par formalité de poser quelques questions, de savoir qui est réellement la personne. Parce que même quand tu veux traverser la frontière, on va te demander, tu faisais quoi en Ukraine? Ou tu es étudiant, ok, dans quelle faculté? Quelle université? Mais il y a certains Congolais que moi je vis, que d'ailleurs j'ai intervenu, peut-être c'était pour l'anglais aussi, ils ne savaient même pas comment parler de son université, son adresse, ainsi de suite. Bon, surtout ceux qui sont venus nouveaux, ceux qui sont nouveaux plutôt, et ils n'avaient pas encore maîtrisé. Mais on a essayé quand même de les aider, de les traduire pour eux rapidement. Et puis, ils ont eu le temps de passer. Donc, c'était un peu ça. Mais pour les autres personnes, je ne sais pas. Alors, je ne veux pas dire que pour nous, c'était seulement bien, bien. Non, je ne parle des réalités que moi, j'ai vécues. Mais je sais que ça a été difficile pour tout le monde parce que les gens ont fait plus de 3, 4, 5 jours. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais dis-moi, on ne peut pas seulement parler du mal de tous ces gens-là parce qu'ils se sont battus aussi pour nous donner l'accès. Ils ont fait un effort pour amener de l'ordre pendant que nous avons ramené du désordre. Ça, il faut se le dire. Maintenant, lorsque vous quittez la frontière, ça se passe comment? Je suis sûr que vous n'avez pas d'argent, vous êtes fatigué, d'autres n'ont pas pu manger. Comment ça s'est organisé? Chacun maintenant allait vaquer à ses occupations ou bien il y avait une prise en charge spécifique pour les réfugiés, bon, je peux leur dire ceux qui fuient la guerre, les Ukrainiens, mais pour les autres nationalités, congolaises, les Africains en général, comment ça s'est passé? Parce que vous étiez résident dans un pays donné où vous viviez, où vous étiez organisé, ainsi de suite. Maintenant, vous arrivez en Pologne où vous n'avez peut-être pas de famille, pas d'attache. Ça s'est passé comment? Comment ça se passe actuellement pour certains? Et vous aussi, expliquez-nous comment ça se passe pour vous en Pologne. Déjà, quand vous passez la frontière, vous allez voir les gens qu'on appelle les volontaires. Les volontaires, ce sont les gens qui se sont organisés à accueillir les Ukrainiens, Ukrainiennes ou les étrangers qui fuient l'Ukraine pour un endroit où il y a plus de sécurité. Alors, quand vous arrivez, ils vont vous accueillir. C'est ce que je vous ai dit aussi, il y a des gens qui offrent la nourriture, qui offrent le thé, les habits pour se couvrir et les transports, le logement, par exemple, dans les hôtels. Mais la plupart des cas, quand les gens arrivent, peut-être les hôtels sont déjà remplis. C'est par exemple dans notre cas, quand nous sommes arrivés, il faisait déjà tard, il fallait trouver des hôtels un peu loin, mais il y avait aussi des bus qui arrivent. Mais c'est dans ces bus-là aussi qu'il y a un problème. On choisit plus les Ukrainiens que les étrangers. Donc, les étrangers devaient rester pendant du temps. Il y a des ceux qui ont peut-être pris le taxi pour aller dans un autre endroit et c'est un peu ça. Bref, Donc, les gens sont organisés. Bon, on peut le dire, l'injustice un tout petit peu. Non, pas un peu, il y en avait quand même. Alors, Mais ceux qui ont l'air...
Excuse-moi, Cédric Chongo, parce qu'on voudrait vraiment bien comprendre. Est-ce que tu peux être clair avec nous? Tu es intellectuel, tu es congolais. Est-ce qu'il y a eu de l'injustice? Parce que quelque part, quand tu parles, c'est comme s'il n'y avait pas, il y avait, au moins qu'on le sache, s'il y avait injustice, oui ou non. S'il y a injustice dans une échelle de 1 à 10, tu peux situer cette injustice à combien entre 1 à 10? Que tu puisses nous expliquer. L'injustice, vous l'avez connue où? À la frontière, déjà, depuis la frontière de l'Ukraine pour passer en Pologne. Et en Pologne, il y avait aussi des injustices que nous puissions un peu comprendre vraiment, vraiment très, très bien. Ou sinon, ça serait un peu mitigé de savoir il y avait injustice ou pas. OK. Alors déjà, ça dépend de là où vous vous êtes retrouvé, mais dis-moi, de l'Ukraine, pour sortir d'abord de la frontière de l'Ukraine, il y avait vraiment injustice, je peux le dire. À un moment donné, on a dit que les Noirs ne devaient pas passer. Il y a que les Ukrainiens et les enfants qui devaient passer. Donc, c'était peut-être à 70% injustice. Au lieu de mettre l'échelle de 1 à 10, donc c'est à 7%. Il y avait vraiment l'injustice à un moment donné. Mais il y a eu des gens qui sont passés avec 30% ou encore 3, de 1 à 3 qui sont passés sans pour autant vivre cette injustice-là. Mais au niveau maintenant de la frontière de la Pologne, lorsque vous êtes déjà en Pologne, là aussi, il y a eu injustice. Si on doit parler de l'échelle, peut-être jusqu'à 5 à 50%, hein, à 50%, parce qu'à un moment donné, ils ont quand même compris qu'il fallait faire partir les gens. On ne regardait pas les Africains, blablabla. On donnait accès, mais on donnait plus la priorité aux femmes, quelle que soit votre race, noire ou étrangère. On donnait d'abord la priorité aux femmes et on laissait les hommes. Alors, si les hommes, ce sont plus les hommes qui ont trop, vous remarquez que dans des vidéos, il y a que les hommes qui ont parlé trop par rapport aux femmes. Si je mens, essayez de faire des analyses, faites des interviews, vous verrez que les gens qui parlent le plus de l'injustice, on crie trop, ce sont nous les hommes. Pourquoi? Parce que aussi à un moment donné, ce qu'on avait fait, ce n'était pas bien. Les Noirs ou encore les étrangers ne vous diront pas qu'ils ont essayé d'escalader des murs, d'escalader la frontière pour passer de l'autre côté alors qu'on leur a demandé d'attendre. C'est-à-dire on n'a pas suivi, on n'a pas obéi et l'injustice, oui, on a vu l'injustice, mais cela a été aussi peut-être augmenté, accentué, compte tenu de la manière dont nous avons eu à répondre ou à faire des choses de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça. Nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. C'est le dernier virage. Nous aimerions comprendre, est-ce qu'actuellement en Pologne, plutôt actuellement en Ukraine, il y a toujours des Congolais? Oui, actuellement en Ukraine, il y a toujours des Congolais. Je crois le ministre des Affaires, le vice-ministre ou le ministre, je crois l'excellence, M. Lutundu, là, il était en contact avec certains étudiants. À l'occurrence, c'est des soumis. Ouais, je crois que ce sont eux qui sont vraiment Eux n'ont jusque-là. pas pu. Non, non, ils Ils ne n'ont pas peuvent pu. pas bouger. Ils ne peuvent pas bouger pour l'instant. Soit il faut attendre le cessez-le-feu, soit il faut un autre miracle parce que ils sont soumis, doivent soit passer par Kiev ou passer par Rivnia de l'autre côté. Alors, tous ces endroits-là, ce sont des zones rouges pour l'instant. Et hier déjà, je crois, la télévision ou la radio de Kiev a été bombardée. C'est-à-dire, maintenant, ils vont vraiment vers des cibles pour ramener plus la paix. Donc, il faut attendre soit un cessez-le-feu. Nous prions le bon Dieu pour que nos compatriotes, je crois qu'ils sont à 12, il y a 12 Congolais au niveau des soumis et si on prend en général et d'autres communautés, ils peuvent atteindre une affaire de 500 étudiants qui sont encore bloqués au niveau des soumis. Alors, le ministre avait appelé, il a eu, je crois, une conférence téléphonique avec eux, en train de parler pour expliquer. Il a même parlé avec le recteur de cette université-là. Et il y avait même la présence de M. Serge Niang qui essayait d'interpréter. Donc, les gens bougeaient de partout Même pour... Serge Niang, il n'est pas encore sorti, il est toujours en Ukraine. je ne sais pas s'il est déjà sorti, mais je crois peut-être qu'il peut être là. Je ne sais pas. S'il est là, il doit être à Lviv ou à Ternopil, mais dans la partie ouest. Mais dis-moi, être là ou pas, il a fait un effort de pouvoir contacter tout le monde, de parler avec tout le monde, de mettre des réseaux partout. Alors, j'en fais partie aussi des gens qui ont été contactés par lui pour aider certaines personnes. Donc, là où tu es à quel niveau? Okay, fais un effort, fais le maximum d'aider le peu que tu peux aider. Donc, chacun a essayé de faire quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Quel est ton moral? Maintenant, ça se passe comment?
Tu penses aller ailleurs? Tu penses être encore en Pologne? Comment ça se passe pour toi? Bon, pour moi, c'est d'abord la société qui décide, c'est pas moi qui décide. Déjà, je suis au bureau, je suis logé par la société, donc ta prise en charge est prise par la société. Et je regarde un peu comment ça va se passer parce que même si j'allais en France, en Belgique, donc je dois aller là-bas pour trouver un travail parce qu'il y a deux ou trois cas ici. Soit tu cherches le statut de réfugié, soit tu attends à ce que ton permis, la validité de documents qu'on nous a donné, que ça expire, tu rentres au pays ou carrément tu fais l'université pour rester là-bas. Alors que moi, j'ai un contrat avec une société qui a une branche ici. Alors, nous sommes là, on travaille avec eux, on continue le travail. Et si je trouve que ça ne va pas, peut-être je peux me décider à aller dans un autre pays parce qu'il y a encore de rumeurs que Poutine peut attaquer et il y a Pologne. Pologne n'est pas épargnée. Alors, ça, tout peut arriver. Tout peut arriver, mais il y a des volontaires vraiment qui s'occupent aussi je ne veux pas dire des réfugiés, mais des Là, maintenant, vous compatriotes êtes logé de où? Vous l'Ukraine. êtes à l'hôtel, vous avez un appartement. Je suis logé à l'hôtel de quoi? De la société. À l'hôtel de la société et les Oui, bureaux sont à quelque part ou à à quelques quelque mètres. part. Oui, je suis à Poznan, Pologne, mais vers Poznan. Donc, non loin Je suis à 2 heures de Berlin, l'Allemagne, 2 heures de Berlin via train. Donc, c'est un peu ça. À 6 heures de la capitale, Varsovie. Ouais. Cédric Chongo Kalala, un dernier mot pour mettre un terme à notre programme de ce soir. D'abord, c'est à notre gouvernement. Nous avons eu à faire une émission avant même que le pire arrive. Et si ils avaient eu le temps de nous suivre, on ne pourrait peut-être pas ne pas arriver à ce que nous avons aujourd'hui. J'avais bien dit aussi dans cette émission-là que moi, j'aurais toujours un moyen de partir parce que je connaissais déjà ce qui devait arriver. On nous avait déjà informé, on avait un formulaire qu'on avait signé, mais je m'entêtais seulement parce que je me disais que les choses pouvaient changer. Mais pour nos frères et sœurs, c'est-à-dire les étudiants et étudiantes, cela a été vraiment difficile. Les gens ont souffert pour atteindre la frontière parce qu'ils devaient marcher. Il y avait de l'embouteillage. Il fallait payer pour, soit si vous n'avez pas un véhicule, il fallait payer peut-être pour le taxi, payer peut-être pour le train pour d'autres personnes, jusqu'à ce que le gouvernement a décidé d'envoyer certains trains de manière gratuite pour amener les gens à la frontière. Mais ces trains-là étaient toujours pleins et les gens allaient dans des conditions inhumaines, c'est-à-dire il faut rester pendant 5 heures, 7 heures debout jusqu'au niveau de la frontière. Il y a des ceux qui ont fait le pied à partir de Lviv jusqu'au niveau des checkpoints. Ils ont fait les pieds et quand tu arrives peut-être à la frontière, on vous demande de rester là, on s'occupe des autres personnes, tu fais 2 jours aussi. Et puis, quand tu vas passer de l'autre côté, ce sont des kilomètres. Hein, parce que quand on vous laisse dans le checkpoint, c'est à peu près, il y a 25 kilomètres ou 20 kilomètres à pied. Les gens ont fait des 20 à 20, c'est-à-dire 20 à 30 kilomètres à pied pour atteindre la frontière. Alors, imaginez un peu, ça prenait 2 jours pour certaines personnes, ça prenait 2 heures pour deux autres personnes, parce que les véhicules faisaient la file et puis on ne pouvait pas avancer. Alors, maintenant, ce que moi je peux dire, c'est à ramener notre gouvernement à la vigilance et de faire la suivi des étudiants qui sont encore bloqués au niveau de soumis, de toujours appeler pour savoir s'il y a moyen de faire sortir ces étudiants-là. Et nous sommes toujours, les groupes WhatsApp existent, on pose des questions pour savoir si tu connais quelqu'un qui n'est pas encore passé, tu envoies la photo, peut-être que quelqu'un peut le reconnaître dans le groupe, si on ne reconnaît pas, on essaie d'appeler, on met toujours des numéros, on a des numéros d'ici, des numéros de l'Ukraine qui fonctionnent toujours, nos WhatsApp fonctionnent toujours, donc c'est un peu ça la situation, quoi. Les gens sont là, fatigués, abattus, on ne sait pas quoi faire. Il y a des ceux qui sont abandonnés à leur propre sort. Il y a des ceux qui se disent aussi, ils peuvent aller de l'autre côté. Et si peut-être ils n'arrivaient pas à avoir ce statut de réfugié, donc ils seront obligés de rentrer encore au pays. Rentrer après avoir dépensé tout ce qu'ils ont dépensé comme argent, ça serait encore une autre chose. Donc, on a laissé tout dans nos appartements, c'est-à-dire on a pris ce qui était essentiel, comme moi, c'était juste ma machine, mes documents, ainsi de suite. Et puis, je suis sorti comme ça, on a fermé la maison. Comme on dit dans la vie, vanité des vanités, tout est vanité. Ce qui compte, c'est la vie. Et nous rendons d'abord grâce à Dieu pour cette faveur parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler. C'est parce qu'il y a eu un Dieu qui nous a protégés, qui nous a gardés. Et je sais que ce même Dieu-là pourra protéger et garder nos frères et nos sœurs. Mais au lieu et place d'attendre la protection de Dieu, nous serons aussi obligés
d'assumer cette protection-là, de faire des choses à temps pour que le pire n'arrive pas. Alors, du côté congolais, on n'a pas encore enregistré de cas de mort et on n'aimerait pas enregistrer, mais dans d'autres communautés, il y a quand même eu des cas de mort. Donc, que Dieu fasse grâce et qu'il y ait la paix. Malheureusement, on craint que cette histoire puisse continuer peut-être pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou voire même plus. Parce Il y a que... une question importante que les téléspectateurs se posent. Pour vous qui avez laissé des biens, comme toi, tu travaillais, tu as dû accumuler certains biens, est-ce que vous étiez assuré? Est-ce que Ouais, le moi, je gouvernement suis, oui. ukrainien sera obligé, par exemple, de pouvoir dédommager ou rembourser les biens que, par exemple, des Congolais aussi ont perdus? En tout cas, ça sera difficile de répondre à cette question-là maintenant. Je ne peux pas dire que le gouvernement ukrainien va rembourser l'argent à tous ces gens-là, mais dis-moi, la question aussi serait de savoir si on va garder toutes ces assurances-là, est-ce que nous sommes sortis avec? Comme moi, je te l'ai dit, j'avais juste mon computer avec moi, le computer avait et puis l'autre sac qui avait mes documents. Imagine-toi quelqu'un qui doit faire 20 kilomètres à pied. On a vu des gens qui ont jeté leurs valises parce qu'ils ne pouvaient plus avancer. Comprenez un peu la suite. Raison pour laquelle je t'ai dit, dans cette vie, ce n'est qu'une vanité. Rien Maintenant, ne on va sert. terminer avec ta fibre de Congolais. Mhm, La RDC a une situation de conflit à l'est du Congo qui a mhm, duré, la communauté internationale a suivi, que ce mhm, soit l'Europe, ainsi de suite. mhm. Comment expliquer qu'il y a une grande solidarité quand c'est l'Ukraine? Vous voyez, je suis Ukraine, mais l'Est de la RDC, il y a toujours des groupes armés, ainsi de suite. Mais cette solidarité internationale traîne. Qu'est-ce que tu ressens? Mais c'est simple, c'est un conflit d'intérêts. Vous savez tous qu'il y a des gens qui financent la guerre au niveau de l'Est et puis nos compatriotes sont derrière tout ça. Nos autorités sont derrière tout ça. Et je pense que, vous savez, ce que j'aime avec les Ukrainiens, ils savent résister et ils aiment leur pays. L'Ukraine ne peut pas résister face à la Russie. Mais si l'Ukraine résiste face à la Russie jusque-là, c'est parce que la population a dit niet, non, la Russie ne va pas entrer, il ne va pas faire ceci. Même si la Russie est en train de forcer pour entrer, mais la population est à l'extérieur. Il est à l'extérieur et on voit comment l'Ukraine est en train de répondre. Est-ce que les Congolais, on le fait? On n'amène que des disputes entre nous. Nous sommes là que dans de buzz inutiles. Si aujourd'hui on se disait de s'élever, de marcher pour l'Est du Congo, mais parmi nous, nos frères et sœurs, ce sont eux-mêmes qui sont à l'intérieur et qui financent. Ils veulent à ce qu'il y ait de la guerre de l'autre côté pour qu'eux gagnent plus. On n'a pas l'amour de la patrie. On n'est pas nationaliste. Le Congolais doit apprendre le civisme, doit devenir nationaliste et compatriote, doit savoir comment protéger son pays et Dans savoir qu'on l'Ukraine, n'a tu as pas d'autre. remarqué qu'eux sont Non, on ne peut pas comparer les oui. Ukrainiens aux Congolais. Là, je vous le dis, on ne peut pas. Allez suivre dans les infos, vous verrez. On a vu des mamans qui ont vu les troupes russes arriver. Il a dit, ça, ce n'est pas votre pays, c'est notre pays. Tu peux me tuer aujourd'hui. Rassure-toi que ces pays, ce sol ici restera pour les Ukrainiens. Il a dit, je vois sur ton corps, il y aura des fleurs qui vont pousser parce que ton corps, si tu entres, ton corps ne sortira, et tu ne sortiras plus de l'Ukraine. Tu seras enterré ici. Ces gens-là n'avaient pas des armes. C'est vrai qu'après, le gouvernement a décidé de distribuer des armes par-ci et là, mais du moins, quand ils se sont interposés ou mis devant la Russie, devant leurs chars et les camions, ils n'avaient rien à main. Ils ont résisté. C'est vrai que, comme je l'ai dit, la Russie n'avait pas aussi tiré à bout portant comme ça sur la population. Ils ont leur cible à eux. Mais du moins, on a senti cette résistance. Alors, j'aimerais que les Congolais aussi sachent qu'on n'a pas un autre pays, on n'a que le Congo. Le Congo est convoité par tout le monde. Tout le monde veut du Congo parce que l'avenir de demain a un potentiel à exploiter qui est le Congo. Tout ce dont le monde a besoin, c'est chez nous. Alors, on doit plutôt faire un effort de voir comment éveiller notre conscience, éveiller notre jeunesse, laisser les histoires qui ne nous amènent à rien, qui ne nous apportent à rien, mais étudier très bien notre pays pour savoir comment protéger ce pays-là. Donc, on n'a que le Congo, on n'a pas autre chose. Ouais, c'est ce que je peux dire. Cédric Tchongo Kalala, un grand merci.
C'est moi qui vous remercie pour votre temps et pour l'interview. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous notre compatriote qui résidait en Ukraine suite à la crise Russie-Ukraine. Ils ont dû se réfugier en Pologne. Grâce à Dieu, Cédric Tshongo Kalala est employé dans une grande entreprise. Cette firme a organisé leur départ. Mais en tant que Congolais, en tant que patriote, il ne pouvait pas aller seul. Il s'est solidarisé avec d'autres compatriotes congolais pour pouvoir penser à tous ces Congolais vulnérables ou à tous ces Congolais qui ne pouvaient pas s'en sortir pour aller à la frontière de l'Ukraine et passer de l'autre côté de la frontière de la Pologne. C'est la raison pour laquelle ils se sont mobilisés. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi avec ces mots. Sachez-le que Cédric Tshongo Kalala n'a donné que sa version de ce qu'il a vécu. Peut-être d'autres Africains, d'autres Congolais ont vécu d'autres situations, mais cette situation décrite de manière précise n'est que la version de Cédric Tshongo Kalala. De partout où vous avez suivi, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci beaucoup, Cédric.